Le rendez-vous éco avec les fonds d'investissement lorrains ILP. Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV. Aujourd'hui, dans le Rendez-vous Éco émission, en partenariat avec le groupe ILP, nous allons parler entreprise familiale. Concrètement, quels sont les avantages et les inconvénients d'une affaire de famille? Pour répondre à cette question, Pierre Tilly, dirigeant du groupe du même nom, est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir Jean. Merci d'être là. On va prendre le temps, dans quelques minutes, d'échanger ensemble sur ce sujet. Mais d'abord, je vous propose de voir ce reportage. Nos équipes sont allés chez vous, Pierre, dans vos locaux pour vous suivre le temps d'une après-midi. On revient sur l'activité de l'entreprise et son historique. Reportage Jonathan Vaucher. Spécialisée dans la distribution et la réparation de matériel de manutention, l'entreprise familiale de Claude Tilly a démarré après la Seconde Guerre mondiale à Metz. Installé à Voipy depuis les années 60, le fondateur a travaillé avec son fils Joseph Tilly entre 1976 et 1990. Une période qui a fait passer l'entreprise de 50 à 80 collaborateurs. C'est à cette époque que Lionel a rejoint l'aventure. Apprenti en 1982, il a travaillé avec les 3 dirigeants de la famille. Le grand-père, monsieur Tilly, j'ai connu le père et maintenant le Pierre Tilly. La complicité, c'était mieux que dans une grosse entreprise, une usine. C'est plus, pour moi, c'était plus convivial. Moi, j'ai toujours, c'est pour ça que d'ailleurs que je suis encore là. On fait pratiquement une grosse partie de sa vie au sein d'une société, donc il faut quand même s'y sentir bien, quoi. Le petit-fils Pierre Tilly a d'abord travaillé avec son père de 2004 à 2015, reprenant la direction de l'entreprise en 2012. S'il est désormais le seul de sa famille dans l'organigramme, ses collaborateurs évoquent un cap qui perdure au fil des décennies. Aujourd'hui, notre dirigeant, donc Pierre Tilly, aussi bien de par l'histoire du groupe, le présent et le futur, inscrit une démarche en continuité qui est claire dans l'esprit des collaborateurs. En parallèle, quand on prend les grands groupes, c'est pas toujours simple. Vous avez des sessions de management, de managers qui peuvent être sur des durées beaucoup plus courtes, de 3, 4 à 5 ans, où les caps changent, où la communication est beaucoup plus dure, donc très peu de visibilité et de compréhension pour le collaborateur dans le projet d'entreprise. Voilà, ce qui fait que forcément, la réactivité et la compétitivité pas forcément au rendez-vous. Avec l'arrivée de nouvelles marques au sein de l'entreprise, Tilly est devenu un groupe il y a une vingtaine d'années, comprenant désormais les 3 agences de Voipy, Tilloc, Tillmat et Tilly Manutention. Un groupe qui conserve néanmoins son esprit familial, comme lorsque les salariés veulent évoluer dans leur carrière. Effectivement, c'est un très gros avantage de travailler dans une société familiale. J'ai commencé chez Tilly Manutention et puis un jour, j'ai eu envie de changer de poste et de société. Donc j'ai tout simplement demandé à M. Tilly si je pouvais passer du côté location. Et en fait, voilà, il m'a donné ma chance. Donc l'avantage d'une société familiale, c'est de pouvoir donner la chance à ses salariés. On n'est pas des numéros. Avec Pierre Tilly, le PDG de l'entreprise, on a une très bonne entente, on a des échanges quasiment au quotidien. Chaque service sait plus ou moins ce que fait les autres. Je pense que dans une grande entreprise, c'est que des titres. Le groupe Tilly qui a dû prendre un virage depuis les années 2000, rester solide et proche des collaborateurs tout en ayant l'ambition et la perspective d'une industrie plus normée. Et surtout exporter cette culture d'entreprise au sein des 10 agences réparties entre 2 régions françaises et le Luxembourg. Tilly compte désormais 145 personnes. En 11 ans, le chiffre d'affaires global est passé de 30 à 57 millions d'euros. Aujourd'hui, 500 machines neuves sont mises en route chaque année. Et vous êtes toujours avec nous dans le Rendez-vous Éco. Je suis en compagnie de Pierre Tilly, le dirigeant du groupe Tilly. Groupe donc, vous l'avez vu, aux 3 filiales qui sont Tillmat, Tilloc et Tilly Manutention. Alors, vous pouvez nous rappeler brièvement, Pierre, en quoi consistent les 3 activités de ces filiales? Il y en a 5 en réalité. Il y en a 5 en réalité. Notre métier est d'être fournisseur de solutions en matériel de travaux publics et de manutention. Quand je parle de fournisseur de solutions, c'est trouver la bonne machine au bon endroit, au bon moment pour nos clients, la définir techniquement, la mettre en route, proposer des solutions de financement et évidemment accompagner nos clients dans la maintenance de ces matériels tout au long de leur usage.
Alors une entreprise créée au départ par votre grand-père, Joseph, racontez-nous un petit peu la genèse. Oui, tout à fait, par rapport au reportage, c'est bien Joseph, mon grand-père, qui a créé l'entreprise. Et non Claude, Claude c'est votre père. Claude est mon père. Et donc Joseph a créé l'entreprise à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale sur un métier de réparation de matériel agricole. Très vite, il s'est lancé dans la région Messine et a été connu pour ses qualités de service et mécanique. Et puis s'est rapproché de marques historiques comme la marque Poquelin, à l'époque qui était une marque française, puis la marque Manitou des chariots élévateurs, avec lequel nous sommes toujours en partenariat, donc depuis près de 60 ans. Mon père a rejoint son père dans les années 70, en 76 pour être précis, et donc mon père Claude a pris la suite de mon grand-père à la fin des années 80, et pour ma part j'ai rejoint mon père en 2004 avec un projet qui était assez clair de lui succéder après une période de transition. Justement, vous avez repris les rênes en 2012, après un certain temps sous les ailes de votre père. Est-ce que c'était une évidence déjà, dès le plus jeune âge, de reprendre l'affaire familiale ? Alors non, pas dès le plus jeune âge. Autant on y est baigné et on comprend enfant de quoi il s'agit progressivement, autant le métier d'entrepreneur ou la reprise d'entreprise ne vient pas, je dirais, de manière innée. Il faut la mûrir. C'est un projet qui se réfléchit, qui se construit, en discussion en famille, en interrogation vis-à-vis de soi aussi. Et moi, j'ai réellement pris ce tournant, je dirais, entre 18 et 20 ans, quand j'ai embrayé sur des études supérieures et que j'ai fait le choix à ce moment-là de rejoindre mon père et puis de tenter l'aventure familiale. Vous n'avez pas été un petit peu influencé par votre père quand même, quand vous étiez enfant ? Influencé, non. Éveillé au métier, oui, c'est évident. Dans mon plus jeune âge, j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec mon grand-père, mais qui est parti assez tôt. Et qu'on a perdu à la fin des années 80 et ça a conditionné aussi l'histoire familiale dans la transmission. C'était une idée forte chez papa de pouvoir transmettre son entreprise aux alentours de 60 ans et de ne pas travailler, je dirais, quasiment jusqu'aux derniers instants de sa vie comme mon grand-père l'avait fait. Donc éveillé au métier, oui, conditionné, pas vraiment. Comment s'est passée la transition en 2012 avec votre père ? Alors en fait, c'était une transition bâtie, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint l'entreprise en 2004, on a écrit ensemble le parcours des 8 à 10 années suivantes. Il y avait un plan bien établi. Oui, il y avait alors c'était un fil rouge et une ligne de conduite sans être un plan ultra précis. L'idée était de travailler aux côtés de mon père pendant un an pour apprendre les arcanes de l'entreprise et puis rapidement de prendre la direction d'une entreprise, en l'occurrence Tilly Manutention, que j'ai dirigée de 2005 à 2009. Je me suis intéressé après aux activités des matériels de travaux publics sur Tilmat et à la fin des années 2000, s'est posé le choix de travailler sur les différents scénarios de transmission d'entreprise puisque nous avions fait le choix et mon père le souhaitait transmettre son entreprise à 60 ans, c'est-à-dire en 2012. Donc on a travaillé une grosse année avec nos conseils, nos partenaires bancaires pour choisir le meilleur scénario possible dans la transmission et on l'a mis en œuvre en janvier 2012. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous avez travaillé donc de 2004 à 2015 avec votre père. C'était comment la cohabitation ? Qu'est-ce que cette relation changeait dans les méthodes de fonctionnement, de management ? Alors mon père était seul décideur et aux commandes du groupe. Je rappelle que c'est d'ailleurs lui qui a transformé l'entreprise Tilly basée à Voipy en groupe avec plusieurs sociétés au moment où il s'est porté acquéreur de notre concurrent principal à la fin des années 90. Donc il a fait passer un premier cap à l'entreprise à la fin des années 90 et on a fait le choix de travailler posément sur l'apprentissage que je devais avoir, le passage, je dirais, un peu obligé par différentes étapes. Et assez rapidement, on a décidé ensemble de se réserver quelque part les deux branches principales du métier, des deux métiers du groupe, pour que chacun œuvre dans son périmètre sans venir marcher sur le précaré, si je peux le dire comme ça, de l'autre. Et ça a été une cohabitation intelligente. Et dans le relationnel, plus comment ça s'est passé ? Alors, dans les premiers temps, le jeune qui rejoint l'entreprise familiale doit apprendre. Donc, il fait plutôt preuve d'écoute et d'observation. Et puis, progressivement, il y a des rôles qui me sont donnés, que je prends aussi. Et puis, il y a un moment donné où les choses basculent. Au moment où il y a une transmission d'entreprise, eh bien, je deviens le nouveau dirigeant et le décideur, en dernier ressort, n'est plus mon père, mais c'est moi. Je dirais que cette phase-là est toujours une phase un peu particulière dans la transmission, parce qu'il peut y avoir recouvrement entre le professionnel et le familial, et il faut faire attention à ça. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a une quatrième génération de Tilly qui arrive, ou c'est encore un peu tôt pour en parler ? Alors, il y a une quatrième génération familiale, puisque j'ai deux garçons qui ont 9 et 6 ans.
Pour autant, il faut leur laisser le temps de grandir. De la même manière que mon père l'a fait avec moi, je les éveille au métier, au matériel. Ils adorent monter sur les machines puisqu'ils voient ça comme de grands manèges. Mais pour autant, il n'y a aucune pression, aucun plan établi. Il faut que le ressenti, je pense, de l'enfant, qui deviendra adolescent puis adulte, soit verbalisé avant de se dire « Ok, on peut construire un projet de transmission ensemble ». Alors on a entendu dans le reportage tout à l'heure le témoignage de Lionel, donc un technicien qui a travaillé avec les 3 dirigeants, qui travaille encore avec vous. Il parle d'une certaine complicité, une convivialité que l'on retrouve peut-être pas dans d'autres structures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, pour ma part, moi j'ai travaillé dans des groupes et dans des sociétés nationales et internationales avant de rejoindre le groupe. Il y a évidemment beaucoup plus de formalisme dans ces groupes nationaux ou internationaux, peut-être parfois moins de place à l'humain, quoique je pense que c'est en train de changer. Dans une entreprise familiale, vous avez beaucoup de choses qui sont dites et vécues et peu écrites. C'est un avantage de proximité, comme l'a très bien dit Lionel tout à l'heure, parce qu'on se connaît très bien, parce que quelque part à un moment donné on a aussi quelques discussions ou sujets de problématiques parfois familiales que rencontrent nos collaborateurs, et puis on essaie de les aider. Donc on sort du contexte professionnel pur. C'est certainement une des forces de l'entreprise familiale. Ensuite, il faut pouvoir faire basculer une entreprise ou un groupe familial vers une forme d'industrialisation sans perdre son ADN, en gardant ce qui fait ses valeurs, l'humain évidemment, tout en lui faisant prendre quelques virages de procédure, d'habitude et d'industrialisation. Ouais, sans perdre son identité. C'est aussi un moyen de fidéliser, garder finalement ses employés sur le plus long terme. Oui, j'en suis convaincu. Vous savez, on se définit comme une entreprise à haut niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on fait circuler à la fois l'information et puis les idées. Moi, je suis convaincu par l'idée que tout le monde peut savoir dans son domaine quelle est la meilleure idée pour diriger l'entreprise. Donc, charge à moi de mettre en musique ces énergies et que les idées soient produites par tout le monde. Ouais. L'autre avantage, c'est la fidélisation aussi de la clientèle, forcément, qu'on est implanté depuis toutes ces années avec la même marque, le même nom, ça aide. Oui, bien sûr, on le voit d'ailleurs sur les territoires sur lesquels nous projetons notre activité, que ce soit depuis 20 ans en Bourgogne-Franche-Comté, désormais depuis quelques années sur le Grand-Duché du Luxembourg. Eh bien, on reprend, au moment où on projette notre activité sur d'autres territoires, on reprend un peu notre bâton de maréchal, de pèlerin, et puis on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas, qui ont peut-être entendu parler de nous parce qu'ils sont voisins de la région. Mais évidemment, on reprend un travail de fond pour faire connaître notre entreprise, notre histoire, nos valeurs et nos qualités. Donc évidemment, quand on est sur un secteur comme le secteur mosellan, sur lequel on est ancré depuis plus de 75 ans, évidemment ça aide. Pour autant, je pense qu'il ne faut jamais se considérer arrivé et être en capacité de se remettre en question. On a beaucoup bougé sur l'entreprise, sur nos organisations, notre manière d'adresser le marché, les nouveaux services que l'on rend, l'élargissement des gammes de matériel et des secteurs d'activité avec lesquels on travaille depuis 10 ans. Donc on a tout fait sauf se reposer sur nos lauriers. Alors on a parlé d'avantages, quels sont maintenant les inconvénients? Il doit bien en avoir d'une entreprise familiale comme la vôtre. La pression peut-être justement de garder l'affaire dans la famille? Oui, il y a une certaine pression et en même temps, je pense que tout dirigeant d'une entreprise, qu'elle soit à lui ou qu'il soit mandaté pour développer cette entreprise, même s'il n'en est pas propriétaire, ce dirigeant a une pression. Donc c'est une pression évidemment que je partage. Cultiver évidemment l'histoire et conserver le nom est éminemment important. Ça donne du sens aussi au projet que je peux porter avec mes équipes. Peut-être que pour répondre à votre question sur la difficulté, si je me remémore les premiers moments de direction du groupe, parfois un peu de résistance au changement, parce qu'il y a cette histoire, il y a ce vécu qui fait que une bonne partie des équipes à l'époque se disaient que rien ne pourrait changer et que nous étions, si je peux le dire, insubmersibles, sans mauvais jeu de mots, avec le navire en question. Mais il a fallu, à un moment donné, quand même se poser des questions et se dire qu'il fallait qu'on change. Donc embarquer ces équipes sur un nouveau projet, ça peut être parfois difficile en entreprise familiale historique. Pour finir, Pierre Tilly, est-ce que le fait d'être une entreprise familiale, c'est aussi un atout pour le recrutement? On connaît les difficultés de manque de main-d'œuvre depuis quelques mois dans tous les secteurs. Est-ce que cela change quelque chose concrètement? Alors c'est à la fois une force sur la marque employeur parce que nous sommes entourés de collaborateurs qui sont en capacité de faire la promotion de l'entreprise et de nous amener plusieurs compétences extérieures en parlant de leur métier et de leur vécu chez nous. Donc c'est une grande force. Je crois aussi que
travailler sur cette marque employeur avec nos équipes est fondamentale. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir de la direction ou du président de définir uniquement les valeurs. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage avec ce tableau sur nos valeurs. C'est une définition qui a été produite par l'ensemble de l'équipe, donc les 145 collaborateurs. Donc oui, c'est une force à partir du moment où on sait embarquer ces équipes sur ce projet et adhérer, faire de l'onboarding correct, voire performant avec les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent et qui vont découvrir un nouvel environnement. Oui. Merci infiniment Pierre Tilly d'avoir répondu présent. Merci Jean. Merci, à bientôt. Nous restons toujours dans ce thème bien précis des entreprises familiales. Direction Fèves maintenant à la découverte de l'entreprise AML Microtechnique. Là-bas, on conçoit et fabrique des produits destinés notamment à l'aérospatiale, un marché en pleine expansion. La structure est tenue par des frères et sœurs. Lucie Philippot vous en dit plus. Dans ces locaux, on vise les airs. AML Microtechnique Lorraine fabrique des composants destinés principalement au secteur de l'aérospatiale et de la défense. Elle n'hésite pas à investir pour être à la pointe de la technologie. Pour répondre à des contextes clients de plus en plus compliqués et techniques et précis, AML a investi récemment dans une nouvelle machine, une 5-axes continue, ce qui lui permet aujourd'hui de faire des reprises après bain de sel de plus en plus précis. Leur spécificité ici, ce bain de sel à 592 degrés qui leur permet de braser les pièces en aluminium. AML comptabilise un chiffre d'affaires d'un peu moins de 10 millions d'euros. Leurs principaux clients sont de grands donneurs d'ordre tels que Thales et Airbus, acteurs de l'actualité. Évoluant sur le marché de la défense principalement, on a nos clients qui ont vu leur carnet de commandes se remplir ces derniers mois, ces dernières années. Donc oui, la demande est importante également en cascade pour AML Microtechnique. Le groupe AML est composé de 3 filiales, 2 en Moselle et une au Maroc. À sa tête, Estelle et Régis, frères et sœurs. L'une se concentre sur la partie financière et RH, l'autre plus commerciale et relationnelle. C'est plutôt une force dans le sens où ça ramène une certaine stabilité au niveau de l'entreprise, stabilité financière, une stabilité d'un point de vue managérial, mais également d'un point de vue aussi, on va dire, d'un rapport plus humain par rapport au personnel. Au commencement d'AML, les produits étaient destinés aux ferroviaires. Après la reprise de l'entreprise familiale, ils ont su atteindre un nouveau marché, le domaine spatial. Il y a de plus en plus de numérique avec les nouveaux satellites reconfigurables. Donc nous, on a un certain nombre de produits qui disparaissent. Donc il faut les remplacer par d'autres. Et c'est en fait l'orientation qu'on a pris depuis maintenant 3-4 ans avec notre développement sur les produits hyperfréquences, mais plutôt orienté impression donc métallique, hein, même si aujourd'hui on n'a pas encore les machines parce qu'il faut encore que ça évolue un peu et que ça se stabilise. Mais en tout cas, toute la chaîne, on l'a. Et nous, on a poussé sur le traitement derrière, justement pour finaliser le produit, et ce qui est très important pour la partie hyperfréquence. AML rassemble 57 collaborateurs, mais son secteur d'activité recherche sans cesse du personnel. Ils ont un rayonnement mondial avec des clients très prestigieux. Les bronzes d'industrie à Amnéville nous ont aussi ouvert leurs portes. Cette fonderie fabrique et usine des pièces en utilisant les techniques par centrifugation. À sa tête, la famille Lajoie la dirige depuis des années. Reportage Jonathan Vaucher. En fait, c'est des turbines pour les barrages d'eau. Vous avez des pièces ici dans le domaine des cimenteries, des coussinets pour les cimenteries. Là, des pièces en bronze au plomb pour le broyage pour les mines, donc extraction de minerais et broyage. Vous avez une pièce en fond d'atelier là-bas, c'est des pièces qui vont dans des turbines gaz. Le naval, le militaire, le nucléaire ou encore l'exploration spatiale. Depuis Amnéville, les bronzes d'industrie fournissent 37 pays et exportent plus de 80% de la production à l'international. À sa tête, Luc Lajoie, le PDG du groupe qui a rejoint l'entreprise familiale depuis plus de 35 ans. LBI, créé en 1919 à Clermont-Ferrand, s'est installé rapidement en Moselle grâce à son grand-père qui a racheté l'entreprise en 1922. Son père et son frère l'ont aussi dirigé. Luc Lajoie a pris la relève en 2012. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez plusieurs personnes de la même famille dans une entreprise, vous avez tendance à raisonner à plusieurs. Vous n'êtes pas tout seul dans votre bulle, dans votre bureau, vous discutez avec les gens et notamment avec la famille puisque ce sont aussi des actionnaires. Donc on a peut-être plus de décisions avec plus de personnes autour, une prise de décision plus globale, plus familiale qu'une société classique. Aujourd'hui, 4 membres de sa famille sont dans le groupe.
Une nièce aux achats, un neveu dans la fonderie et son frère aux finances. Après une école d'ingénieur et un doctorat en métallurgie, Luc Lajoie a fait le reste de sa formation dans l'entreprise. Comme lui, de nombreux employés ont été attirés par une vision à long terme. Les gens qui viennent chez nous, ils savent que déjà l'entreprise existe depuis plus d'un siècle et ensuite qu'elle est dirigée de façon familiale. Donc les gens, quand ils viennent ici, ils savent qu'on n'est pas à la course aux résultats. Les résultats, c'est important, attention, je ne dis pas que les résultats ne sont pas importants, mais on n'est pas à la course aux résultats financiers. Les gens savent qu'ici, on travaille sur le long terme. On est capable d'investir avec des retours sur investissement longs, ce qu'un groupe dirigé par un système financier ne permettra pas. On va prendre des risques aussi. On va prendre des risques en disant, on va viser un marché, on va peut-être mettre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans à le faire, mais après, on l'aura. Et donc, les gens qui viennent chez nous, ils savent que s'ils se plaisent chez nous, ils peuvent faire leur carrière chez nous, en fait. Et c'est ce qui se passe, les gens font leur carrière chez nous. Avec 215 employés et 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, LBI dispose désormais de 4 filiales en France et 360 salariés. Un groupe qui a su rester familial, tout en ayant un marché très varié. On trouve les clients dans le naval, notamment dans le naval militaire, avec Naval Group, qui est le fabricant et le concepteur des navires militaires pour la France, mais aussi pour l'export. Et on est donc un de ses fournisseurs privilégiés. On travaille avec les grands fabricants de collecteurs électriques pour des scanners et des IRM, dans le domaine du nucléaire et dans les turbines à gaz. Siemens, pour ne pas les nommer, on a fabriqué des pièces qui sont dans des petits robots d'exploration et qui, aujourd'hui, se baladent sur la planète Mars. Ils viennent de LBI, ils viennent d'Amnéville, ces pièces-là. Ici, le bronze ne représente finalement plus que 30% de la production. En plus de la fonderie et des ateliers, LBI a ouvert récemment un bâtiment logistique de l'autre côté de la rue. Un atelier d'apprentissage forme aussi en continu une quinzaine d'apprentis. Vous étiez absent ces derniers jours, aucun souci, on revient sur toute l'actualité économique. En moins de 2 minutes, c'est parti. Mastodonte dans le domaine du câble pour l'industrie, le groupe LAP à Eutin va investir 45 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Un plan de modernisation avec notamment la construction d'un nouveau bâtiment de 6000 m² et le réaménagement de la presque totalité des lignes de production. Objectif, doubler leur chiffre d'affaires, aujourd'hui de plus de 110 millions d'euros. Dans le secteur de l'automobile, Stellantis a annoncé vouloir recruter 1200 salariés en France cette année pour les métiers de la production, de l'ingénierie et du commerce. En Moselle, le groupe emploie 4000 personnes. Et pour rappel, Stellantis a enregistré un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros en 2022. 2 milliards seront redistribués à ses salariés. Dans l'actu du mois également, le groupe industriel allemand Viessmann, qui emploie près de 900 personnes à Folquemont, a annoncé sa fusion avec le géant américain Carrier. Objectif, créer un leader mondial des solutions climatiques et énergétiques. En Moselle-Est toujours, le miroitier mosellan Verissima s'apprête à transférer ses activités de production dans une nouvelle usine de 6000 m², soit plus du double des installations actuelles. Ce bâtiment va permettre pour l'entreprise de se diriger vers les nouvelles technologies. Et enfin, 170 000, c'est notre nombre du mois. Aujourd'hui, le Grand Est a une capacité de production de biométhane équivalente à la consommation de 170 000 foyers et 6 000 bus. Le gestionnaire du réseau de gaz GRT Gaz a fait les comptes avec 21 nouveaux sites de production de biométhane mis en service en 2022. Le Grand Est conforte sa position de première région productrice de gaz renouvelable en France. Et on se quitte là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au groupe ILP, notre partenaire sur cette émission. Le Rendez-vous Éco revient dès le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée sur Moselle TV. Le Rendez-vous Éco avec les fonds d'investissement lorrains ILP.